Troisième vidéo aujourd'hui portant sur le troisième chapitre, les pathologies du système respiratoire. Donc on a vu dans un premier temps comment était organisé l'appareil respiratoire. Dans un second temps, on a vu comment celui-ci fonctionnait. Donc si on a des défaillances au niveau du fonctionnement ou au niveau de l'anatomie, on va avoir des pathologies qui vont apparaître. Ce sont les pathologies respiratoires. Elles sont extrêmement variées, on va en voir quelques-unes, on va pas toutes les voir. Mais du coup, ça a posé la problématique suivante. Quelles sont les causes des principales pathologies respiratoires? Comment peuvent-elles être soignées et diagnostiquées? Grand 1. Technique d'exploration de l'appareil respiratoire. Petit 1. Technique radiographique. Petit a. La radiographie. La radiographie classique consiste à placer un patient entre une plaque photographique et une source de rayons X. Les organes qui absorbent les rayons X, autrement dit les organes denses, vont apparaître en clair, alors que les organes qui n'absorbent pas les rayons X, autrement dit les organes peu denses, vont apparaître en sombre. La radiographie présente de nombreux avantages. Elle est notamment peu coûteuse, non invasive et sans danger pour le patient. Cependant, elle présente quelques inconvénients. Tout d'abord, la qualité des clichés est généralement médiocre. Et il faut installer des protections anti-rayons X pour le personnel soignant et parfois même pour le patient. Sur une radiographie anormale du thorax, on peut distinguer des zones du poumon moins transparentes aux rayons X qui vont être appelées des opacités, même si ces opacités apparaissent en clair. Les opacités diffuses traduisent une fibrose, tandis que les opacités bien délimitées apparaissant sous forme de nodules traduisent souvent la présence d'un cancer. Les zones du poumon plus transparentes apparaissent sous forme de clarté, même si ces clartés sont sombres. Les clartés diffuses sont le signe d'un emphysème pulmonaire, alors que les clartés localisées traduisent la présence d'un abcès pulmonaire ou d'une cavité tuberculeuse. Petit b. La scanographie. La scanographie repose sur le même principe que la radiographie classique. Le patient est en effet placé dans un tube qui porte un émetteur et des récepteurs à rayons X. Le récepteur est relié à un ordinateur, ce qui permet d'obtenir des images en 2 ou 3 dimensions et selon plusieurs coupes. La scanographie est également appelée tomodensitométrie. La scanographie permet une observation plus fine des opacités, de bien déterminer leurs contours, ainsi que leur densité. Une scanographie est pratiquée après une radiographie anormale. Donc comme on l'a vu, son principal avantage est d'être beaucoup plus précise que la radiographie. Et ses inconvénients sont qu'elle est plus longue, qu'elle nécessite souvent l'emploi de produits de contraste qui sont allergisants, et elle est beaucoup plus longue. Petit 2, la fibroscopie bronchique. La fibroscopie bronchique est une technique d'endoscopie. On introduit un endoscope dans les cavités respiratoires pour pouvoir les observer. L'observation peut aller aussi loin que le permet le diamètre de l'endoscope. L'endoscope est une tige de plastique portant une source de lumière froide et une caméra. L'endoscopie peut être utilisée afin de réaliser un diagnostic, mais elle peut également permettre de réaliser un traitement ou un prélèvement. On peut par exemple l'utiliser pour faire une ablation de tumeur ou une biopsie. Petit 3, la spirométrie. La spirométrie est une technique d'exploration du système respiratoire qui mesure les différents volumes respiratoires. Elle permet notamment de déterminer le volume courant, qui est le volume mobilisé
lors d'une inspiration ou d'une expiration normale. Le volume de réserve expiratoire, qui est le volume que l'on peut expulser de nos poumons en plus d'une expiration normale. Le volume de réserve inspiratoire, lui, c'est le volume que l'on peut inspirer en plus d'une inspiration normale. La capacité vitale forcée, quant à elle, correspond à l'ensemble du volume qu'on peut expulser après une inspiration forcée suivie d'une expiration forcée. Le volume résiduel, lui, est le volume d'air qui ne sort jamais de nos poumons. Et enfin, le dernier volume respiratoire que l'on peut obtenir à partir d'une spirométrie est la VEMS. La VEMS, c'est le volume d'air maximal expulsé en une seconde. La VEMS va être très intéressante pour diagnostiquer toutes les pathologies qui sont de type syndrome obstructif. En effet, on mesure la VEMS, qu'on divise par la CVF, et si on obtient un rapport qui est inférieur à 0,8, on sait qu'on a un patient qui est atteint de syndrome obstructif. On passe aux choses un petit peu moins rigolotes, les maladies. Donc grand 2, l'asthme. L'asthme est une maladie que l'on retrouve assez fréquemment dans notre société. Vous connaissez sûrement tous quelqu'un qui est atteint par cette maladie. C'est une maladie inflammatoire qui est due à l'hypersensibilité des voies respiratoires. Hypersensibilité à des facteurs irritants, comme par exemple la fumée de tabac, l'air froid, l'air sec ou les agents allergènes. Par exemple, poil de chien, acarien, poil de chat, etc. L'asthme se caractérise par une bronchoconstriction et par une hypersécrétion de mucus. Ceci conduit à un syndrome obstructif, une dyspnée et des sifflements lors de l'expiration. On diagnostique l'asthme grâce à une spirométrie. En effet, chez un asthmatique, le rapport de Tifno, autrement dit la VEMS divisée par la CVF, donne un rapport inférieur à 0,8. L'asthme peut être soigné tout d'abord en évitant les facteurs déclenchants, puis en administrant des corticoïdes et des bronchodilatateurs. Des bronchodilatateurs de courte durée d'action pendant les crises, comme par exemple la salbutamol, qui est la molécule active de la ventoline, et des bronchodilatateurs de longue durée d'action comme traitement de fond. La mucoviscidose, grand 3. La mucoviscidose est caractérisée par une hypersécrétion et une hyperviscosité du mucus. C'est une maladie génétique. Elle est due à la mutation du gène CFTR. Ce gène muté va, dans le cas de cette maladie, coder pour une protéine anormale. Cette protéine anormale conduit à une baisse de la sécrétion d'ion chlorure qui entraîne une baisse de la sortie d'eau au niveau du mucus. Le manque d'eau entraîne la formation d'un mucus très épais. Ce dernier cause des obstructions qui entraînent des affections au niveau de l'appareil génital, digestif et respiratoire. Ce mucus va donc stagner et cela va entraîner de grosses perturbations au niveau du système respiratoire. Tout d'abord, ce mucus va entraîner un syndrome obstructif de par sa présence, mais il va également être un endroit très favorable à la multiplication des bactéries. Les personnes atteintes de la mucoviscidose vont donc être extrêmement sensibles aux infections, et qu'elles soient bactériennes ou virales. Le dépistage de cette maladie se fait grâce à un dosage d'ion chlorure et d'ion sodium dans la sueur. Si ce test est positif, le diagnostic est confirmé par un test génétique. Les traitements de la mucoviscidose sont des traitements symptomatiques. Ils ne sont absolument pas curatifs.
Ces traitements s'organisent autour d'antibiothérapie, de bronchodilatateurs et de mucolytiques. Mucolytiques étant les médicaments visant à fluidifier le mucus. Les patients atteints de mucoviscidose suivent également une kinésithérapie quotidienne pour les aider à expectorer, ainsi qu'un régime alimentaire spécifique. Les espoirs de guérison pour les malades se portent aujourd'hui vers la thérapie génique. Grand 4. Les infections pulmonaires et l'antibiothérapie. Petit 1. Les infections pulmonaires. Les infections du système respiratoire sont nommées en fonction de l'organe touché par l'infection. Les symptômes vont dépendre directement de l'organe qui est touché. Les agents pathogènes responsables de ces infections sont extrêmement nombreux, mais la plupart sont causés par des bactéries ou des virus. Seules les infections causées par les bactéries pourront être soignées par des antibiotiques. Les antibiotiques sur une infection virale ne servent à rien. Les antibiotiques ne sont pas virucides. Les antibiotiques sont des molécules qui sont soit bactéricides, c'est-à-dire qui tuent les bactéries, soit qui sont bactériostatiques, c'est-à-dire qui diminuent leur multiplication. Les infections pulmonaires sont généralement soignées par des antipyrétiques, autrement dit des médicaments chargés de faire baisser la fièvre, des fluidifiants bronchiques et des antalgiques. Petit 2, l'antibiothérapie. L'antibiothérapie, c'est une méthode médicale qui a pour but de soigner ou de prévenir une infection bactérienne. Les antibiotiques ont un effet, comme on l'a déjà vu plus tôt, un effet bactériostatique ou un effet bactéricide. Pour cela, elles s'attaquent soit à la paroi, soit à la membrane plasmique, soit aux chromosomes, ou encore au mécanisme de production des protéines des bactéries. Les antibiotiques ne doivent pas être systématiquement prescrites. Elles doivent être prescrites lorsqu'un diagnostic a clairement été établi. Tout d'abord, parce que l'utilisation trop fréquente d'antibiotiques peut entraîner l'apparition de résistance bactérienne aux antibiotiques. Depuis que les antibiotiques sont apparus, les bactéries sont en effet de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Sur ce phénomène, je vous conseille un reportage sur YouTube qui s'appelle La revanche des microbes. Et deuxième raison, les antibiotiques sont des médicaments et leur effet sur le corps n'est pas anodin. Ils peuvent avoir des effets négatifs sur les tendons, sur les reins et tant d'autres. Pour déterminer quel antibiotique on va utiliser pour traiter un patient, on va réaliser un antibiogramme. Sur un antibiogramme, on prend une gélose sur laquelle on va déposer notre bactérie et on va déposer des disques qui sont imbibés d'un certain antibiotique. Si la bactérie ne se développe pas autour d'un disque, ça veut dire qu'elle est sensible à cet antibiotique-là. 35. Le tabagisme. Le tabagisme se définit comme une intoxication due à la consommation de tabac. Il peut être consommé de plusieurs manières, sous forme de cigares, de tabac à priser, à chiquer, mais la consommation majoritaire actuellement de tabac est une consommation par inhalation de la fumée issue de la combustion de cigarettes. Le tabagisme actif est une consommation volontaire de tabac. Le tabagisme passif est une intoxication liée à la consommation involontaire de tabac.
Le tabac cause chaque année 2 millions de morts dans le monde. Il est responsable en France de plus de 66 000 morts par an. Un tiers de ces décès sont dus à un cancer des bronches ou du poumon. Un tiers sont dus à des maladies cardiovasculaires. Et un quart sont dus à des insuffisances respiratoires. Petit 1. Les composants de la fumée de cigarette. La fumée de tabac est composée de deux principaux constituants. Tout d'abord les particules. On distingue parmi elles la nicotine, les substances irritantes et les goudrons. Et ensuite les gaz. L'azote, le dioxygène, le dioxyde de carbone et surtout le monoxyde de carbone. C'est essentiellement ce gaz qui est toxique car il entre en compétition avec la dioxygène pour se fixer sur la molécule d'hémoglobine. Ce qui fait que ce monoxyde de carbone va entraîner une diminution de la quantité de dioxygène livrée au tissu. A noter que la fumée de tabac contient plus de 4000 substances. Petit 2. Le tabagisme actif et ses effets. Petit a, le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone a des effets sur les voies respiratoires. Au niveau de la paroi alvéolo-capillaire, il va diffuser vers le sang et se fixer sur l'hémoglobine. Le problème, c'est que son affinité pour l'hémoglobine est 200 fois supérieure à celle du dioxygène. Donc il suffit d'une faible concentration en monoxyde de carbone pour entraîner une hypoxie qui va entraîner une tachypnée et une dyspnée, notamment à l'effort. L'hypoxie va entraîner une augmentation de la fermentation au niveau des tissus et également un effet sur le cœur. L'hypoxie entraîne une ischémie au niveau du myocarde, ce qui le fatigue à long terme et va entraîner des insuffisances cardiaques. Petit b, les substances irritantes. Les substances irritantes entraînent une hypersécrétion du mucus ainsi qu'une paralysie des cils vibratiles qui sont chargés de remonter ce mucus vers la bouche. Ce mucus ne pourra donc plus être expulsé, entraînant ainsi une obstruction des bronches, ce qui va entraîner des toux et des expectorations. De plus, les substances irritantes vont baisser l'activité des macrophages qu'on retrouve au niveau des alvéoles, ce qui va entraîner une augmentation du risque infectieux. À terme, les fumeurs développent ce qu'on appelle la BPCO, c'est-à-dire une bronchite chronique qui évolue vers une bronchopneumopathie chronique obstructive. À long terme, les substances irritantes détruisent également les substances alvéolaires, ce qui va détruire le nombre d'alvéoles et donc diminuer la surface d'échange entre l'air et le sang. Cette destruction des alvéoles va générer un phénomène inflammatoire qui va entraîner un syndrome obstructif. C'est ce qu'on appelle l'emphysème. Petit c, la nicotine. La nicotine a de nombreux effets sur le corps humain. C'est elle qui engendre la dépendance en agissant sur le système nerveux central. Elle a un effet psychostimulant et un effet antidépresseur. Si la concentration en nicotine baisse, cela entraîne l'envie de consommer chez le fumeur. Si la privation est plus longue, on va noter un état de manque chez le fumeur. La nicotine a également des effets sur le système cardiovasculaire. Elle provoque une tachycardie et favorise à long terme la formation de thrombose et la formation de l'athérosclérose, maladie que l'on verra dans le prochain chapitre. Petit d, les goudrons.
Les goudrons se déposent simplement sur la surface des alvéoles, ils noircissent les poumons et c'est eux qui entraînent des cancers. Petit e, les autres substances. Les autres substances contenues dans la fumée du tabac vont entraîner de nombreuses maladies, de nombreuses pathologies, comme des cancers du tube digestif, de l'ostéoporose, on va avoir des problèmes de grossesse, des risques cardiovasculaires, etc., etc.